En 1837, dans le palais de Munich, Elisabeth de Wittelsbach naissait sous les étoiles de Nôle. Pourquoi cette enfant devint-elle l'impératrice errante? Le doux tintement des cloches nolles et le crépitement du feu dans l'âtre résonnent dans le palais de la Ludwigstrasse, mêlés à une odeur de pain frais et de cire d'abeille. Envisionnez-vous le 24 décembre 1837 à Munich, où la lueur vacillante des chandelles illumine la chambre royale. Ludovica de Bavière, duchesse en Bavière, accouche d'une 4e fille, Élisabeth Amélie Eugénie. Maximilien Joseph, duc en Bavière, boitille d'excitation à son chevet. Était-ce une naissance banale ou le début d'un destin tragique? Selon les mémoires de Christomanos, Ma vie à la cour de Vienne, 1898, page 12, Élisabeth naquit à 22h43, la plus jeune de 5 enfants après Hélène, Charles Théodore, Mathilde et Maximilien. Les psychologues modernes pourraient diagnostiquer une personnalité introvertie précoce, forgée par un père excentrique, poète, cavalier, voyageur, et une mère ambitieuse issue des Wittelsbach, lignée hantée par la mélancolie, comme Louis II. Envisionnez-vous dans les jardins du palais, où le chant des merles et l'odeur de fleurs sauvages emplissent l'air au printemps 1840. Élisabeth, 3 ans, grimpe aux arbres avec son père. « Papa, je veux voir le monde. » Élevée sans protocole à Possenhofen, château lacustre, elle chassait, nageait, lisait Homère en grec. Selon les lettres de Ludovica à Sophie de Bavière, archives de Munich 1847, Élisabeth était sauvage comme un chat, refusant les leçons de danse. Les médecins d'aujourd'hui pourraient y voir une résistance à l'autorité, préfigurant sa neurasthénie adulte. L'odeur de lac frais et le plongeon des canards l'entourent lors de ses baignades nues. Maximilien, indulgent, l'encourage. « Ma Sissi, le monde est ton royaume. » En 1853, Ludovica vise un mariage Habsbourg pour Hélène. Selon les mémoires de la cour de Sophie de Bavière, 1854, page 45, elle emmène ses filles à Bad Ischl. Élisabeth, 16 ans, est la remplaçante. François-Joseph, 23 ans, tombe amoureux. C'est elle. Le 16 avril 1854, à Vienne, Élisabeth épouse l'empereur. L'odeur de rose blanche et le son des cloches emplissent la cathédrale Saint-Augustin. Était-ce de l'amour ou une tragédie? À la Hofburg, Sophie, belle-mère, domine. Selon Christomanos, page 20, elle confisque les enfants d'Élisabeth dès 1854. Sophie naquit le 5 mars 1855, mais fut élevée par sa grand-mère. Les psychologues pourraient diagnostiquer un syndrome de deuil anticipé, Élisabeth perdant ses enfants comme un trauma maternel. Envisionnez-vous dans les salons dorés, où le tic-tac des horloges et l'odeur de parfum lourd l'étouffent. Élisabeth, pâle, murmure « Ils sont miens, pas les siens ». La naissance de Gisèle, 1856, et Rodolphe, 1858, n'apaise pas. Élisabeth développe une anorexie, poids 50 kg d'homme pour 1,72 m, régime extrême, orange bouillon. Selon les rapports médicaux de 1860, archives de Vienne, elle souffrait de neurasthénie hypocondriaque, préfigurant l'anorexie mentale. Les médecins modernes diagnostiqueraient un trouble alimentaire lié au stress exacerbé par la cour. En 1859, défaite de Solferino. Élisabeth voyage, Corfou, Madère. Selon ses journaux, édités 1980, page 56, elle écrit « Vienne m'étouffe ». L'odeur de mer et le vent salé l'apaisent à Malte. Était-ce une fuite ou une guérison? Dans l'ombre d'une cour oppressante, un voyage en Grèce allait-il libérer Sissi ou l'enfermer dans sa mélancolie? Notait-il 853, dans les brumes de Bad Ischl, Élisabeth de Wittelsbach rencontrait François-Joseph. Était-ce un coup de foudre ou un piège doré? Le claquement des sabots sur les pavés humides et le murmure des fontaines résonnent dans la villa impériale d'Ischl,
mêlée à une odeur de sapin résineux et de café chaud. Envisionnez-vous, le 16 août 1853, crépuscule d'été, où la lueur rosée du couchant dore les balcons de bois sculptés. François-Joseph, 23 ans, empereur d'Autriche depuis 5 ans, se tient raide dans son uniforme blanc, cœur battant sous les médailles. Élisabeth, 15 ans et 8 mois, descend de la calèche, robe de mousseline bleue flottant comme un nuage, cheveux châtains cascadant librement. Sophie de Bavière, archiduchesse et mère impérieuse, observe depuis la terrasse. Un regard croisé, et le destin bascula. Selon les mémoires de la cour de Vienne de l'archiduchesse Sophie, Edmund 1859, page 78-80, le voyage fut orchestré pour fiancer Hélène, Néné, à François-Joseph, mais l'empereur, dès le premier dîner, ne vit que Sisie. Les psychologues modernes pourraient diagnostiquer un amour à première vue pathologique. François-Joseph projetant sur Élisabeth l'idéal d'une épouse libre, contrastant avec sa mère autoritaire. Envisionnez-vous dans la salle à manger impériale, où le tintement des cristaux et l'odeur de truffe emplissent l'air. François-Joseph, voix tremblante, déclare à Sophie « C'est elle que j'épouserai ». Sophie, furieuse, rétorque « Une enfant ». Élisabeth, intimidée, écrit à sa gouvernante « Il me regarde comme un dieu ». Lettre du 17 août 1853, archives de Possenhofen. Les médecins d'aujourd'hui pourraient y voir une idéalisation romantique, préfigurant la désillusion conjugale. Le 18 août, bal masqué. Élisabeth en fée, François-Joseph en chevalier. L'odeur de poudre de riz et le rire des invités emplissent la salle de bal. Il lui offre une bague saphir, pour toujours. Elle rougit, je ne sais pas. Le mariage est fixé au 24 avril 1854 à Vienne. Selon les annales de la cour, 1854, page 112, le trousseau compte 38 robes, 200 paires de gants, 15 000 florins de bijoux. Ludovica, ambitieuse, exulte. Maximilien, père bohème, pleure. Ma Sissi devient prisonnière. Envisionnez-vous dans le train impérial, où le sifflement de la vapeur et l'odeur de charbon emplissent les wagons. Élisabeth, 16 ans, regarde défiler les Alpes. Adieu liberté. À Vienne, la Hofburg l'étouffe. 2700 pièces, 5000 domestiques. Sophie impose l'étiquette espagnole. Selon Christomanos, page 25, Élisabeth pleure la nuit. Je suis une poupée. Les psychologues diagnostiqueraient un syndrome d'ajustement, adolescente arrachée à son milieu naturel. L'odeur de cire polie et le silence des couloirs l'oppressent. Le mariage à Saint-Augustin, 70 000 spectateurs, 1000 cierges. L'odeur d'encens et le chant des chœurs emplissent la nef. Élisabeth, robe de moire argent, voile de 6 mètres, avance. François-Joseph, ému, ma Sissi. Elle répond en hongrois appris en secret, Örökké, pour toujours. Les médecins modernes verraient un acte de résistance symbolique, revendiquant son identité face à la cour allemande. La nuit de noces, timidité, maladresse. Selon les journaux intimes de François-Joseph, Edmund 1927, page 34, il note « Elle tremble comme une biche ». Élisabeth, vierge et terrifiée, développe une aversion sexuelle durable. Les psychologues y verraient un trauma sexuel précoce, expliquant sa fuite dans l'exercice physique. Sophie confisque les enfants dès la naissance de Sophie, 1851. Élisabeth, désespérée, tente de s'enfuir à Possenhofen en 1856. Selon les rapports de police, archives de Vienne, 1856, elle est ramenée. L'odeur de larmes et le craquement des portes cloutrées emplissent sa chambre. Elle murmure « Je ne suis plus moi ». Dans l'ombre d'un mariage étouffant, une naissance royale allait-elle sauver Sissi ou l'enchaîner davantage à la Hofburg? En 1855, dans les salles dorées de la Hofburg,
Élisabeth mettait au monde sa première fille, mais Sophie la lui arrachait-elle pour toujours? Le gémissement d'une femme en couche et le cliquetis des instruments médicaux résonnent dans l'appartement impérial, mêlés à une odeur de sang chaud et de lavande médicinale. Envisionnez-vous le 5 mars 1855, minuit passé, où la lueur vacillante des lampes à huile projette des ombres géantes sur les tapisseries flamandes. Élisabeth, 17 ans, impératrice depuis 11 mois, gît épuisée sur un lit de satin cramoisi, cheveux collés par la sueur. Sophie d'Autriche, archiduchesse impérieuse, entre déjà, bras tendus vers le berceau. Un nouveau-né pleure. Élisabeth le perdra-t-elle dès la première heure? Selon les mémoires de la comtesse Festetix et de 1902, page 18 des 19, l'accouchement dura 16 heures. Élisabeth, sans anesthésie, chloroforme refusé par Sophie, hurla en bavarois « Laissez-moi mon enfant !» Les médecins modernes diagnostiqueraient un trauma périnatal, la mère privée de liens précoces provoquant une dépression post-partum sévère. Envisionnez-vous dans la chambre de l'impératrice, où le silence glacé et l'odeur de désinfectant emplissent l'air après le départ de Sophie. Élisabeth, seule, sanglote. Il me vole tout. L'enfant, prénommée Sophie en l'honneur de la grand-mère, fut élevée dans les appartements de l'archiduchesse. Selon les journaux de François-Joseph, 21 mars 1855, il note « Sisie est inconsolable ». Les psychologues y verraient une aliénation parentale institutionnelle. La jeune mère transformée en figure décorative. L'odeur de lait maternel et le berceuse des nourrices résonnent dans les couloirs, mais jamais pour Élisabeth. En 1856, naissance de Gisèle. Même scénario, confisquée dès le berceau. Élisabeth développe une anorexie, 45 kg pour 1,60 d'eau, régime de viande crue et lait. Selon les rapports du Dr Skoda, Archives médicales de Vienne, 1857, elle souffrait de neurasthénie avec amaigrissement cachectique. Les médecins modernes diagnostiqueraient un trouble anorexique restrictif, mécanisme de contrôle face à la perte d'autonomie. Envisionnez-vous dans la salle des miroirs, où le frottement des brosses et l'odeur de cheveux brûlés emplissent l'air lors de ces 2 heures quotidiennes de coiffure. Élisabeth, obsédée par sa chevelure jusqu'aux genoux, ordonne « plus serré » jusqu'à ce que ça fasse mal. En 1857, voyage en Hongrie. Élisabeth, fascinée par la culture magyare, apprend la langue en 3 mois. Selon Christomanos, page 45, elle déclare « Les Hongrois me comprennent. Les barons la couronnent, reine de Hongrie à Bouddha. » L'odeur de paprika et le son des cymbalums emplissent les salles du palais. François-Joseph, jaloux, cède. Tu seras couronné à Presbourg. Était-ce une victoire ou un nouveau piège? En 1858, naissance de Rodolphe. Cette fois, Élisabeth impose « Il restera avec moi jusqu'à 3 ans. » Mais Sophie meurt subitement en 1857. Diphtérie. Élisabeth s'effondre. Selon ses lettres à Ludovica, juin 1857, elle écrit « Dieu me punit ». Les psychologues diagnostiqueraient un deuil pathologique, la mère projetant sa culpabilité sur son corps, jeûnes extrêmes. L'odeur de fleurs fanées et le silence des chambres vides emplissent la Hofburg. En 1860, Élisabeth fuit à Madère pour santé. Selon les rapports consulaires britanniques, 1861, elle pèse 42 kilos, souffre d'œdème pulmonaire. Les médecins modernes y verraient un syndrome de Marfan possible, hauteur, maigreur, doigts longs, aggravé par l'anorexie. Envisionnez-vous sur le pont du navire, où le vent salé et l'odeur d'algues la raniment. Elle murmure « Ici, je respire ». Dans l'ombre d'une maternité volée, un couronnement hongrois allait-il sauver Sisie ou la plonger dans une nouvelle obsession?
En 1861, sur les falaises blanches de Corfou, Élisabeth construisait un palais de rêve. Mais la mort de sa fille la poursuivait-elle jusqu'ici? Le rugissement des vagues ioniennes et le chant des cigales résonnent autour de la villa inachevée, mêlée à une odeur de myrte sauvage et de sel marin. Envisionnez-vous le 12 avril 1861, midi brûlant, où la lueur ébéelle, ouissante du soleil méditerranéen, frappe les colonnes doriques à moitié érigées. Élisabeth, 23 ans, impératrice en exil volontaire, se tient sur la terrasse, robe de lin blanc collée par l'humidité, cheveux noués en tresse grecque, regard perdu vers l'horizon. Un Achilléon naît, mais le fantôme de Sophie la hante-t-elle? Selon les mémoires de la comtesse Festetix, Edmund 1902, page 67 à 69, Élisabeth débarqua à Corfou en novembre 1860, fuyant Vienne après l'effondrement nerveux post-Madère. Les médecins modernes diagnostiqueraient une dépression récurrente avec épisodes hypomaniaux, voyage compulsif, construction frénétique. Envisionnez-vous dans la chambre de l'impératrice à l'hôtel Bella Venezia, où le clapotis des eaux et l'odeur de figues sèches emplissent l'air. Élisabeth dicte à son architecte Théophile Hansen un palais pour Achille, héros libre. Hansen proteste. « Madame, c'est un caprice. » Elle rétorque « C'est ma liberté. » L'Achilléon, commencé en 1861, coûte 1,2 million de florins. Archives impériales, 1863. Élisabeth y fait sculpter des statues d'Achille mourant, de Heine, de Shakespeare. Selon Christomanos, page 168, elle déclame « Je suis Penthésile, reine amazone ». Les psychologues y verraient une identification mythologique, échappatoire à la maternité perdue. L'odeur de marbre frais et le marteau des sculpteurs résonnent sur le chantier. Elle marche pieds de nu. Ici, je ne suis plus impératrice. En 1865, retour forcé à Vienne pour le couronnement hongrois. Le 8 juin 1867, à Buda, Élisabeth et François-Joseph, couronnés rois et reines de Hongrie. Selon les Annales de Peste, 1867, page 112, elle porte la couronne de Saint-Étienne, robe de velours vert brodée d'or. L'odeur de cire hongroise et le cri des foules emplissent la basilique Matthias. François-Joseph murmure « Ma Sissi, tu m'as sauvé l'Empire. » Elle répond en hongrois « Pour le peuple, pas pour toi. » Les médecins diagnostiqueraient un syndrome de Stockholm inverse. Amour pour la Hongrie, haine pour l'Autriche. Naissance de Marie-Valérie en 1868, l'enfant hongrois. Élisabeth l'élève elle-même à Budapest. Selon ses lettres à Ida Ferenczi, 1869, elle écrit « Enfin, une fille à moi ». Les psychologues y verraient une compensation maternelle, projetant sur Valérie l'amour refusé aux aînés. L'odeur de lait et de lavande emplissent la nursery de Giudelot. Elle berce « Tu seras libre ». En 1870, Élisabeth reprend ses voyages. Venise, Londres, Paris. Selon les rapports de police française, 1871, elle visite incognito les hôpitaux, fascinée par la mort. Les médecins modernes y verraient une thanatophilie, attraction morbide liée au deuil. Envisionnez-vous dans les rues de Venise, où le clapotis des gondoles et l'odeur d'algues pourries l'enveloppent. Elle murmure à un gondolier « Emmenez-moi où personne ne me connaît ». En 1874, elle commande le palais de l'Hermès à Vienne, musée de ses collections. Selon les inventaires, 1875, 300 statues grecques, 1200 livres de poésie. L'odeur de poussière ancienne et le silence des salles l'apaisent. Elle lit Heine. Dailorelai, comme moi. Dans l'ombre d'un palais ionien, la tragédie de Meyerling allait-elle briser Sisyphe, ou la libérer définitivement? En janvier 1889, dans le pavillon de chasse de Meyerling, Rodolphe se tirait une balle. Élisabeth savait-elle que son fils mourait par amour? Le crack sec d'un revolver et le silence mortel qui suit
résonne dans la petite chambre de bois, mêlée à une odeur de poudre brûlée et de sang-froid. Envisionnez-vous le 30 janvier 1889, aube glacée, où la lueur grisâtre d'un ciel bas projette des ombres lugubres sur le pavillon de Mayerling, enfoui sous la neige des Wienerwald. Rodolphe, 30 ans, héritier du trône, gît près de Marie Vetsera, 17 ans, amant dans la mort. Élisabeth, 51 ans, est à 80 km, au Hofburg, mais son cœur de mère saigne déjà. Un double suicide ou un meurtre d'État déguisé. Selon les rapports officiels de la Hofburg, 30 janvier 1889, archives de Vienne, le corps de Rodolphe fut découvert à 6h30 par le comte Hoyos. Mary, à ses côtés, crâne fracassé. Les psychologues modernes diagnostiqueraient chez Rodolphe un trouble bipolaire avec idéation suicidaire, aggravé par l'opium, l'alcool et la pression dynastique. Envisionnez-vous dans la chambre de l'impératrice, où le craquement du parquet et l'odeur de cire froide emplissent l'air à 7h15. Un aide de camp entre pâle, Madame Mayerling. Élisabeth, robe de deuil noire déjà enfilée, s'effondre. Mon fils, mon seul fils. Elle exige de voir le corps. Selon les mémoires de la comtesse Festetix, Edmure 1902, pages 201-203, elle voyage incognito, voile baissé, jusqu'au pavillon. L'odeur de formol et le froid de la morgue improvisée l'enveloppent. Rodolphe, visage reconstruit à la cire, lèvres bleuies. Elle caresse sa main. « Tu m'as abandonné, comme je t'ai abandonné. » Les médecins diagnostiqueraient un deuil compliqué, la mère revivant la perte de Sophie en 1857. François-Joseph ordonne la version officielle. Rodolphe est mort d'une rupture d'anévrisme. Mary est enterrée en secret à Heiligenkreuz. Élisabeth, révoltée, hurle en privé. Mensonge, il s'est tué par amour et par haine de nous. Selon ses lettres à Ida Ferenczi, février 1889, elle écrit « J'ai élevé un prince, pas un homme ». Les psychologues y verraient une culpabilité parentale projective. Elle s'enferme dans le deuil, voile noir permanent, portrait de Rodolphe sur chaque table. Selon Christomanos, page 145, elle refuse toute nourriture pendant 3 jours, pesant 38 kilos. Les médecins modernes diagnostiqueraient un épisode anorexique majeur, la douleur somatisée en jeûne. L'odeur de cendre et le silence des salles noires emplissent la Hofburg. En 1890, elle reprend ses voyages. Corfou, Cap-Martin, Genève. Selon les rapports consulaires suisses, 1898, elle marche 10 heures par jour, 50 km sans escorte. L'odeur de pince et le vent alpin la raniment. Elle déclare à un journaliste anonyme « Je suis une ombre errante ». En 1895, elle commande un mausolée à Mayerling, chapelle expiatoire. Selon les plans d'Otto Wagner, 1896, un autel avec l'inscription « In Memoriam ». L'odeur de pierre humide et le chant des moines résonnent lors de la consécration. Elle prie « Pardonne-moi, Rodolphe ». Dans l'ombre d'un suicide impérial, une lame anarchiste à Genève. Allait-elle mettre fin au calvaire de Sizy ou l'élever au mythe? Le 10 septembre 1898, sur le quai du Mont-Blanc, Élisabeth tombait sous une lame. Lucchesi frappait-il l'impératrice ou le symbole? Le chuchotement du lac Léman et le pas pressé des promeneurs résonnent sur les pavés luisants, mêlés à une odeur d'eau douce et de feuilles mortes. Envisionnez-vous le 10 septembre 1898, 13h35 précise, où la lueur éclatante d'un soleil d'automne frappe le quai Genevois. Élisabeth, 60 ans, impératrice errante, marche d'un pas vif, ombrelle noire fermée, robe de soie grise, voile baissé, incognito sous le nom de comtesse de Hohenems. À ses côtés, la comtesse Irma Starey.
Luigi Lucchesi, 25 ans, anarchiste italien, surgit, lame triangulaire à la main. Un coup sec au cœur, et l'Empire trembla. Selon le rapport de police genevois, 10 septembre 1898, archives cantonales, Lucchesi, maçon au chômage, avait lu dans le journal de Genève la présence d'Élisabeth. Il déclara au procès « Je voulais frapper un symbole de l'oppression ». Les psychologues modernes diagnostiqueraient un trouble antisocial avec idéologie extrémiste. Lucchesi projetant sa rage de classe sur la couronne. Envisionnez-vous dans la rue des Alpes, où le bruit des pas et l'odeur de pain frais emplissent l'air à 13h30. Lucchesi, affamé, suit la silhouette. C'est elle. Élisabeth, ignorant la menace, se hâte vers le Vapeur Genève. Selon les témoins, rapport Staray, 1898, Lucchesi la bouscule. « Pardon, madame », puis frappe. La lime, 10 cm, affûtée en pointe, pénètre entre la 4e et 5e côte, perforant le péricarde. Élisabeth vacille, mais se redresse. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Les médecins diagnostiqueraient un choc hémorragique initial masqué, l'adrénaline retardant l'effondrement. L'odeur de sang métallique et le halètement de la foule emplissent le quai. Staray la soutient jusqu'à l'hôtel Beau Rivage. Élisabeth monte l'escalier, s'effondre dans le salon. Selon le docteur Golay, arrivé à 13h50, poune filant, hémorragie interne massive. Elle murmure en hongrois « Dites à l'empereur », puis perd conscience. Les médecins modernes confirmeraient une tamponade cardiaque, le sang comprimant le cœur. L'odeur d'éther et le craquement des instruments résonnent dans la chambre. À 14h40, elle expire. Golay note « Mort par hémopéricarde ». François-Joseph, à Vienne, reçoit le télégramme à 16h15. Selon ses journaux, 10 septembre 1898, il s'écrit « Rien ne m'est épargné ». Les psychologues y verraient un deuil cumulatif après Rodolphe. L'odeur de cire funéraire et le silence de la Hofburg l'enveloppent. Lucchesi est arrêté à 14h05. Au procès, 10 novembre 1898, il hurle « Vive l'anarchie !» Condamné à perpétuité, il se pend en 1910. Selon les gardiens de prison, il répétait « J'ai tué une idée ». Le corps d'Élisabeth est rapatrié par train spécial. Selon les Annales de Vienne, 17 septembre 1898, 100 000 Viennois défilent. L'odeur d'encens et le chant des cures emplissent la Kapuzinerkirche. Elle est inhumée dans la crypte impériale. Voile noir, main jointe sur une rose. Une lettre secrète, découverte en 1923 dans les archives de Beau Rivage, cahier Staray, Povog, 89, contient les derniers mots exacts. D'Élisabeth. Dites à François-Joseph que je l'ai aimé, mais que je n'ai jamais été libre. Ce document, censuré jusqu'en 1955, révèle que l'impératrice avait prévu sa mort depuis Mayerling. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.